Place à la grande édition d'information du soir sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bonsoir au sommaire de l'actualité. Au Gabon, les centres hospitaliers universitaires de Libreville, Jeanne et Bory et Ovendo sont prêts pour la campagne de vaccination anti-Covid-19. En Libye, après 5 ans aux commandes, le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj a passé le témoin aux nouvelles autorités qui sont entrées en fonction ce mardi. Et puis un nouveau variant du coronavirus détecté en Bretagne, en France. Ce variant a été classé dans la catégorie à suivre par les autorités. Tout savoir sur l'établissement et l'importance d'un testament, c'est le clin d'œil de ce journal. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à toutes et à tous. Politique en ouverture, Fayez al-Sarraj et son gouvernement ont officiellement remis le pouvoir au nouveau gouvernement unifié d'Abdelmahid Beida et au Conseil présidentiel. La Libye entre ainsi dans une nouvelle phase de sa transition. Gaël Mapissi. La passation s'est déroulée dans la grande salle de conférence à la primature au lendemain de la prestation de serment de chef du gouvernement de transition, Abdelhamid Dbeba. Issu d'un accord politique parrainé par l'ONU et installé en 2016 à Tripoli, le gouvernement d'Union nationale n'avait jamais obtenu la confiance du Parlement et s'est disputé depuis le pouvoir avec les autorités parallèles basées dans l'Est. Dbeba, 61 ans, a été désigné Premier ministre par intérim début février, par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel. Il aura la lourde tâche de sortir le pays d'une décennie de chaos, d'unifier ses institutions et de les amener jusqu'aux élections prévues le 24 décembre. Contrairement à son prédécesseur, le gouvernement d'unité nationale a décroché un vote de confiance historique du Parlement. Ce gouvernement de transition remplace aussi bien le Géna que le cabinet parallèle non reconnu d'Abdallah Al-Thani, basé en Cyrénaïque, dans l'Est, contrôlé de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Abdelhamid Dbeba, le nouveau Premier ministre libyen qui a donc fort à faire. Économie pour la suite de ce journal, malgré un rebondissement de la croissance annoncé par la Banque africaine de développement, l'Afrique subsaharienne continue d'avoir peu d'options pour financer sa relance post-Covid-19. Par ailleurs, l'opportunité offerte par le G20 se présente comme étant une opportunité à double tranchant, d'après l'agence américaine de notation Moody's. Le point avec Michel Tine. Une quarantaine de pays africains sont concernés par le nouveau cadre mis en place par le G20 pour alléger la dette de plusieurs pays en développement. Seulement, selon l'agence américaine de notation Moody's, cette démarche constitue un risque pour les créanciers privés internationaux de ces pays-là. Dans un document, l'instance a martelé que contrairement à l'approche adoptée l'année dernière dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette, il est de plus en plus clair que les prêteurs du secteur public sont déterminés à étendre le principe du traitement comparable aux créanciers privés dans le contexte du cadre commun pour la dette du G20 actuellement en vigueur. Cette nouvelle mesure inquiète et ce qui est pointé du doigt est que la décision d'inclure les créanciers privés ne dépend pas des pays emprunteurs, mais de ceux qui ont prêté de l'argent. On en veut pour preuve que le Club de Paris pourrait décider d'étendre le moratoire sur sa dette aux créanciers privés de ses pays membres. Aux yeux de Moody's, cela représente un risque de non-remboursement et donc de défaut de paiement. À l'heure actuelle, seuls la Zambie, le Tchad, l'Éthiopie ont sollicité le bénéfice de l'allègement de dette via cette initiative. Le risque pour les pays africains qui auront recours à cette initiative est que sans le vouloir, ils obtiennent un moratoire sur la dette qu'ils doivent aux créanciers privés et écopent dans le même temps d'une baisse de leur notation internationale. En quelque sorte, solliciter le cadre d'allègement de la dette du G20 risque de leur fermer définitivement les portes du marché international des capitaux. Ce cadeau empoisonné est proposé notamment aux pays africains, alors que ceux-ci doivent trouver des ressources pour financer leur plan de relance post-Covid ou encore l'acquisition des vaccins. Que faire face à ce choix complexe qui pourrait répondre?
Et la Banque africaine de développement, pour sa part, estime que les gouvernements du continent ont besoin d'un financement brut supplémentaire d'environ 154 milliards de dollars pour répondre à la crise. Modeste comme pour les précisions. La pandémie de la Covid-19 a causé une forte augmentation des besoins de financement public en Afrique. Les gouvernements ont annoncé des mesures de relance budgétaire dont le coût varie de 0,02% du PIB au Soudan du Sud à 10,4% du PIB en Afrique du Sud. La Banque africaine de développement estime que les gouvernements africains ont besoin d'un financement brut supplémentaire d'environ 154 milliards de dollars en 2020-2021 pour répondre à la crise. Ces mesures de relance ont engendré nombre d'implications immédiates et directes sur les soldes budgétaires, les besoins d'emprunt et les niveaux d'endettement. L'Afrique est confrontée à sa pire récession économique depuis 25 ans, en grande partie à cause de la pandémie. On estime que l'économie du continent va se contracter de 2,6% dans le pire des cas, poussant environ 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté et entraînant 19 millions de pertes d'emploi, tandis que les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne ont diminué de 23,1% rien qu'en 2020. Pour les experts des Nations Unies, les pays africains ont la responsabilité de construire le nouveau récit de l'Afrique en changeant la façon de penser et en ne comptant sur l'aide extérieure qui est très nécessaire, mais en s'appuyant d'abord sur les capacités et les compétences intérieures et nationales. Pour les experts, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité et de renforcer la responsabilité des mécanismes existants. Les pays africains doivent s'engager de manière constructive dans les différents processus en cours, notamment le groupe de haut niveau sur la responsabilité financière internationale, la transparence et l'intégrité pour la réalisation de l'agenda 2030 récemment créé. Nouveau rebondissement dans la crise sanitaire en France. Précisément en Bretagne, les autorités sanitaires font état d'un nouveau variant pour lequel les premières analyses ne permettent de conclure ni à une gravité ni à une transmissibilité accrue. Mais la possibilité que ce variant échappe aux tests de dépistage classiques inquiète Gaël Mapessi. Alors que la situation sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 en France peine à se stabiliser, la Direction générale de la santé annonce la détection d'un nouveau variant de virus en Bretagne. 8 personnes, au moins, en seraient porteuses. Ce sont des patients qui présentaient des formes graves de Covid. Et encore une fois, il n'y a pas de causalité établie avec ce variant qui a été séquencé. En attendant, ce variant a été classé dans la catégorie à suivre par les autorités, celle qui regroupe la plupart des milliers de variants qui apparaissent naturellement dans le monde et dont seule une petite proportion poseront finalement des problèmes particuliers de santé publique, par exemple s'ils s'avèrent plus transmissibles. C'est que nous ne savons pas quel est le dénominateur en quelque sorte de la circulation de ce virus, ce qui est très difficilement appréciable parce qu'il est plus difficilement détectable. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on ne peut pas en conclure, les autorités nationales, les experts nationaux n'en concluent pas aujourd'hui à une sévérité accrue du virus. Des analyses réalisées par l'Institut Pasteur ont mis en évidence un nouveau variant porteur de 9 mutations dans la région codant pour la protéine S, mais également dans d'autres régions virales, a précisé la Direction générale de la santé dans un message aux professionnels de santé. Et au Gabon, le ministre de la Santé, le docteur Guy-Patrick Obiang, a effectué ce mardi une descente de terrain dans 3 centres hospitaliers de la capitale. Constat fait, 80% de ces structures sont prêtes à accueillir la vaccination anti-Covid-19. Le reportage de Rona Charline Mwekonde et Jospin Bobadionga. En prélude à la campagne de vaccination anti-Covid-19, le docteur Guy-Patrick Obiang, ministre gabonais de la Santé, s'est rendu dans 3 centres hospitaliers de la capitale Libreville, notamment dans les CHU de Libreville, Mère et Enfants Jadébori et Ovendo, qui se préparent au rythme de croisière imposé par la circonstance pour un meilleur rendu. Les premières structures qui ont été retenues comme centres de vaccination se sont bien préparées, en mettant en place toutes les ressources humaines nécessaires pour que la vaccination se fasse, mais aussi toute la logistique et l'organisation pour que la vaccination se fasse dans des bonnes conditions.
Le ministère de la Santé au Gabon ayant fixé l'objectif de vaccination anti-Covid-19 à 50 personnes par jour, s'attelle à aménager des espaces précis pour son effectivité. Au niveau du centre hospitalier universitaire de Libreville, nous avons 2 sites. Il y a un site qui est déjà opérationnel et il y a un autre site qui est en fin de travaux. D'ici lundi, le 2e site sera aussi opérationnel. 3 mois depuis la décision émise par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour le recours à la vaccination de masse, les préparatifs vont bon train. Après la remise récemment du plan de vaccination au chef du gouvernement Rose Cristiano Soukara Ponda, l'on note la formation des agents formateurs, l'arrivée en terre gabonaise des vaccins chinois Sinopharm, dont l'efficacité est estimée à 79% selon Pékin, et désormais l'opérationnalisation des centres agréés de vaccination anti-Covid-19. À pied d'œuvre pour la sensibilisation contre la Covid-19, la mairesse de la commune d'Ovendo, Jeanne Bagou, et l'ONG Maï ont lancé ce mardi une campagne de proximité sur le respect des mesures barrières. Et c'est le marché Jean-Michel Nzaou qui a constitué le point de départ de cette opération. Était présent pour le compte de Gabon 24, Andy Essono Obian et Hervé Obian. Un geste barrière, une vie sauvée. C'est le slogan de la caravane de sensibilisation et formation sur la Covid-19 organisée par la municipalité d'Ovendo en collaboration avec l'ONG Maï. Ici, au marché Jean-Michel Nzaou d'Akournam, les commerçants ont constitué la cible du lancement de cette campagne. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a lancé un appel à la solidarité nationale. Et l'ONG Maï a saisi cette occasion qui œuvre dans les droits de l'homme en saisissant également la mairie d'Ovendo, pour qu'ensemble nous combattions cette pandémie, car la santé est un droit pour chacun d'être vivant. Par cette action, l'ONG Maï, œuvrant dans le secteur des droits de l'homme, marque son implication dans la lutte anti-Covid-19. Nous, ONG Maï, notre devoir et notre mission est d'accorder la possibilité à tout un chacun d'avoir les moyens qu'il faut de pouvoir riposter contre ce virus, cette pandémie qui dévaste le monde. La collaboration entre ces deux entités témoigne de leur volonté à coller à la vision des autorités du pays. Une action bien accueillie par les commerçants, en témoigne la responsable. Nous sommes contentes et ça nous encourage à lutter contre la pandémie. Vous savez, nous recevons de temps en temps des ONG avec l'appui de Madame le maire de la commune de Vendo, qui nous amène de temps en temps nous offrir des dons de masques pour mieux lutter contre la pandémie. C'est très important de connaître comment lutter contre la pandémie. Outre le matériel anti-Covid-19, les commerçants de cet espace ont également été renforcés en matériel de lutte contre l'insalubrité. Laissons à présent la crise sanitaire et parlons de la semaine de la francophonie au Gabon. L'Institut Léon Mba a accueilli ce mardi le lancement officiel de l'événement, la promotion de la langue française, la sensibilisation sur son bon usage ainsi que la présentation du club de lecture ont constitué les axes majeurs de cette célébration. Linda Ningon et Alban Bumba. Membre de l'Organisation internationale de la francophonie, le Gabon fait partie des pays où la langue française, faisant office de langue officielle, est la plus enseignée dans les écoles. Promouvoir davantage la langue de Molière, c'est donc l'enjeu de cette édition. On se rend compte que depuis quelques années, il y a un recul de l'appropriation de la langue française à travers les nouveaux concepts qui naissent. Vous avez entendu ou certainement observé qu'il y a désormais des jeunes qui créent des nouveaux langages, donc ça tend à faire disparaître l'essence même de la langue française. Donc c'est pour ça que la francophonie a pensé que pour cette année, il faudra peut-être revenir sur les fondamentaux et permettre aux enfants de repartir vers la véritable langue française. Pour coller à la vision de la francophonie, les clubs de lecture et les bibliothèques scolaires restent des outils indispensables pour la survie de la langue française à l'Institut Léon Mba. Nous avons un club de lecture. Ce club promeut essentiellement des ouvrages gabonais, donc des auteurs gabonais. Et la lecture est effectivement au centre de nos apprentissages. Pour cela, nous avons ouvert depuis l'année dernière une bibliothèque qui permet à nos élèves et pourquoi pas aux profanes de venir se réjouir des ouvrages d'aventure, des ouvrages ludiques, etc., etc. La lecture, c'est intéressant, ça enrichit notre vocabulaire aussi. Et dans les livres, on peut s'évader. Par exemple, si tu souffles chez toi dans les livres, ça peut être
du réconfort par exemple. Tu peux trouver du réconfort là-bas. Quant à la journée internationale, célébrée tous les 20 mars, elle va s'articuler cette année autour des femmes francophones et résilientes. Plusieurs activités seront donc organisées sur la femme et l'art à travers des établissements scolaires. Et à l'occasion de cette semaine de la francophonie, le Centre de lecture et d'animation culturelle, le CLAC Nuntum, a reçu ce mardi des mains du représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour la sous-région Afrique centrale, un important don en livres et en matériel bureautique. La rédaction de Gabon 24 s'est intéressée au fonctionnement du dit centre et à son histoire. Linda Ningon et Alban Bumba nous racontent. Fruit de la coopération entre les pays francophones et l'Organisation internationale de la francophonie, le premier centre de lecture et d'animation culturelle gabonais est celui d'Ntoum. Créé en 1993 par l'OIF, au niveau du Gabon, ce sont au total 10 centres de lecture et d'animation culturelle qui ont été implantés à travers le pays entre 1993 et 2010. Lors de la création du réseau, l'OIF prend en charge tous les aspects techniques, c'est-à-dire la dotation en biens culturels, la formation des cadres et des animateurs, le renouvellement des matériels, etc. Quant à la collectivité locale bénéficiaire, elle met à disposition un bâtiment adapté, s'occupe de son entretien et de son fonctionnement. Après la dotation de 2018, l'Organisation internationale de la francophonie a octroyé ce mardi un énième important don en ouvrages et matériel bureautique au CLAC d'Ntoum, afin de le rendre plus performant. À travers ce geste, monsieur le représentant, votre organisme vient une fois de plus démontrer tout l'intérêt qu'il porte à l'appui et à la redynamisation du réseau CLAC de notre pays et ainsi tenir ses engagements pris lors de la signature de la convention initiale l'alliant avec le gouvernement gabonais. Rappelons que le CLAC permet aux populations rurales d'enrichir leur culture générale. Le concept, au fil des ans, est déjà bien implanté dans plusieurs villes du Gabon, telles que Ntoum, Bitam, Lambaréné, Makoko, Okonja, Koulamoutou, Oyem et Franceville. Et chaque représentation est sous la tutelle de la municipalité propre à la région. Vous avez certainement déjà entendu parler d'un testament, oui, ce document dans lequel sont retranscrites les dernières volontés d'une personne décédée. Nos reporters ont tendu leur micro aux populations gabonaises pour savoir ce qu'elles en pensent. Les familles respectent-elles seulement les dernières volontés du défunt et que dit la loi au Gabon? C'est le clin d'œil de ce journal qui porte la signature de Linda Gaël Magonga et Lewis Midiungo. Je peux léguer mon bien à un ami, je peux léguer mon bien à une ménagère, à un jardinier. C'est donc l'expression de la volonté du propriétaire des biens. Un testament est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Voilà qui est dit, il s'agit donc d'un document qui consigne le legs entre les futurs héritiers et qui doit être établi chez un notaire selon la forme choisie. Il y a deux formes de testament. Il y a le testament authentique qui est fait nécessairement devant un notaire. Il y a également le testament holographe, c'est-à-dire que c'est la personne écrit ses volontés sur une feuille pour la personne qui souhaite donner du crédit à ses écrits. Le fait en présence de 3 personnes minimum. De l'avis de certains citoyens, bien que ce document soit utile, surtout en cas de conflit lié à la succession, dans les cultures et traditions africaines, le testament dans sa forme rédigée a souvent été balayé d'un revers de la main, se basant sur l'oralité malgré l'évolution de la société et du code civil. C'est moi qui décide du bien, de comment je veux que mes biens soient répartis. Tout ce que j'estime utile à partager, soit parce que cela a de la valeur monétaire, soit cela parce qu'il a une valeur, on va dire, sentimentale. Selon certains avis traditionnels, il faut contextualiser l'établissement d'un testament, car souvent considéré comme un document qui peut apporter malheur dans la famille. Nous sommes au niveau d'une situation de conflit entre la société moderne et la société traditionnelle. La famille traditionnelle n'est pas nucléarisée comme la famille moderne. La situation devient plus difficile à maîtriser parce que chacun se réclamerait propriétaire ou bien héritier.
Respecter la volonté d'un défunt n'est pas souvent facile en Afrique, mais du point de vue des religieux, le testament trouve tout son sens et évite de nombreux désagréments et conflits dans les droits de succession. Même au niveau de la foi, on a un seul testament et partant toujours de la vie de foi, le Christ Jésus, au terme de sa vie, le soir du jeudi saint, il donne son testament, que tout soit un père comme toi et moi, nous sommes un. De constat, la rédaction d'un testament n'est pas assujettie à la possession de biens matériels. Du point de vue de la religion chrétienne, une volonté de vie est susceptible d'être consignée dans un testament. Toute personne intéressée peut contester le testament. Vous avez le droit de contester parce que c'est un droit légal. Mais ensuite, on ouvre une instance en contestation. Il faut donc avoir, un juste motif de contestation. Donc, c'est la volonté du propriétaire des biens. Donc, en réalité, tout le monde devrait respecter cette dernière volonté. Très peu de personnes sont souvent préoccupées par la rédaction d'un testament de leur vivant, malgré son importance, croyant que rien ne presse, mais la mort, elle, ne prévient pas. Merci à Linda Gaël Magonga et Lewis Midiungu pour ce clin d'œil. Et puis la page sport de ce journal, le stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille accueille depuis hier lundi un centre de vaccination anti-Covid-19 avec l'objectif à terme d'y recevoir jusqu'à 2000 personnes par jour, Andy Sonobian. À Marseille, le rythme des injections va accélérer après l'inauguration d'un centre de vaccination dans une partie du mythique stade Vélodrome. La vaccination se fait dans les locaux de la tribune Ganaï et pas sur la pelouse ni dans les tribunes. Mais les fans de l'Olympique de Marseille peuvent apercevoir le terrain à travers des portes vitrées. Ce stade, il a une histoire particulière avec les Marseillaises et les Marseillais. On a tous une histoire. C'est un symbole, c'est un totem. Eh bien, aujourd'hui, il a une utilité publique, sanitaire, sans précédent. Dans un premier temps, 500 personnes seront vaccinées par jour dans ce centre ouvert 6 jours sur 7. Actuellement, globalement, nous avons aujourd'hui 500 doses qui sont prévues, donc avec un mélange des deux, bien que ça soit effectivement bien séparé dans le centre. Et progressivement, c'est de pouvoir monter avec un nombre de doses beaucoup plus important jusqu'à 2000-2100 doses. En tout cas, le centre a été prévu pour ça. Le Vélodrome deviendra le principal centre de vaccination de la deuxième ville de France, devant l'hôtel de ville ou le centre installé dans la mairie du 15e et 16e arrondissement. C'est tout un symbole de vacciner au Vélodrome. C'est le phare de Marseille. Et y être à l'intérieur, ça pour inciter tous les Marseillais à venir se faire vacciner. Ça m'a fait très plaisir de revenir au stade Vélodrome, sans les spectateurs, sans rien, mais je suis habitué au stade, donc ça m'a fait très plaisir d'être ici. C'est un ressenti personnel, moi je pense que oui. Je pense qu'il faut se faire vacciner, peu importe l'âge, peu importe les maladies, les comorbidités, il faut le faire pour enrayer ce virus. Le stade de l'Olympique de Marseille, avec la création de ce centre de vaccination, rejoint le stade Santiago Bernabéu, le mythique stade du Real Madrid, comme infrastructure sportive dédiée à la lutte anti-Covid-19 en Europe. Vous l'aurez compris, une actualité sanitaire qui se passe donc sur un terrain sportif. Venons-en sur le terrain du sport. Après presque 5 ans de retraite internationale et à 3 mois de l'Euro, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic fera son retour en équipe de Suède pour des éliminatoires du Mondial 2022 fin mars. Gaël Mapessi. L'attaquant vedette de l'AC Milan qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2016 est convoqué pour les matchs qualificatifs face à la Géorgie et le Kosovo pour le Mondial 2022, ainsi que pour un match amical contre l'Estonie après presque 5 ans de retraite internationale et il y a 3 mois de l'Euro. Le retour du Dieu a réagi l'ancien joueur de Barça avec son style inimitable dans un message publié sur les réseaux sociaux, le montrant avec le maillot suédois. Le retour d'Ibrahimovic en équipe de Suède avait été annoncé début mars par les médias locaux, mais la fédération suédoise n'avait toutefois pas confirmé l'information. De son côté, Ibra, absent des terrains depuis fin février, continue de se soigner, une blessure à l'adducteur gauche en espérant être de retour jeudi sur les pelouses avec le Milan contre son ancien club de Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue Europa. Depuis son retrait de l'équipe nationale, l'attaquant aux 116 sélections et 62 buts avec les jaunes et bleus faisait régulièrement des appels du pied
pour un éventuel retour en sélection. Les choses ont toutefois pris une autre tournure après que le joueur a confié à la presse que porter le maillot jaune de la sélection suédoise lui manquait. Ibrahimovic a ensuite rencontré le sélectionneur Jan Andersson pour une réunion qualifiée de bonne et fructueuse par la Fédération suédoise de football. C'est donc sur ces pelouses que nous refermons cette édition d'information. Le rappel des titres. Au Gabon, les centres hospitaliers universitaires de Libreville, Jeanne-et-Bory et Ovendo sont prêts pour la campagne de vaccination anti-Covid-19. En Libye, après 5 ans aux commandes, le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj a passé le témoin aux nouvelles autorités qui sont entrées en fonction ce mardi. Un nouveau variant du coronavirus détecté en Bretagne, en France, un variant classé dans la catégorie à suivre par les autorités. Et puis nous avons vu comment et pourquoi établir un testament, c'était le clin d'œil de ce journal. J'ai été ravie d'être des vôtres. Merci pour votre fidélité. L'actualité, elle se poursuit sur Gabon 24 et sur nos plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran. N'oubliez pas, continuez de respecter les mesures barrières. Bonsoir chez vous.